Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore les nouvelles façons de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Je suis Johan Darquest et dans chaque épisode, je vous propose un regard décalé, éclairé et profondément humain sur les enjeux RH, managériaux et sociétaux d'aujourd'hui. Prêt à remettre du sens, de la conscience et de l'intelligence collective au cœur de nos pratiques? Alors c'est parti! Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Capital Humain 3.0. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte Fortuit-Clin, qui est executive coach, conférencière, autrice de Manager les vulnérabilités en pratique chez Dunod et hôte du podcast C'était pas gagné. Elle a accompagné plus de 15 000 personnes depuis 2012 sur des sujets essentiels comme la santé mentale, l'inclusion des vulnérabilités, le stress, la résilience et les danses. Alors Charlotte, merci d'être avec nous. Je suis ravi de t'accueillir dans cette émission. Merci à toi, Johan, pour l'invitation. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Et pour commencer, parce qu'il y en a qui te connaissent et d'autres moins, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui t'a conduit à t'engager un peu sur ces sujets de vulnérabilité, de santé au travail, en expliquant un peu ton parcours et d'où vient cette envie en fait? Oui, alors déjà, l'envie, elle vient depuis toute jeune, hein, déjà d'aider d'une façon, d'une façon générale. Il n'y a que ça qui m'anime. Après, voilà, je suis économiste à la base. Mhm. En stratégie d'entreprise. Donc j'avais on va dire la vision côté entreprise avec les enjeux de performance, mais j'ai toujours regardé du côté de l'humain. Chose qu'on ne faisait pas beaucoup en stratégie d'entreprise. Et je suis, en fait, avec mon premier salaire, j'ai fait ma formation en coaching, hein. Donc moi, à 23 ans, je voulais faire du coaching. On m'a dit, t'es trop jeune. J'ai dit, bah, ouais, mais je peux pas rien faire d'autre. Donc je me suis quand même inscrite. Une école m'a fait confiance. Mhm. Et donc voilà. Et je suis devenue coach. Au début, j'étais coach pour un jeune public parce qu'on m'a dit, t'es trop jeune, t'arriveras pas en entreprise. Donc j'ai dit tant pis, j'ai commencé par des jeunes en difficulté, même sociale, moins en difficulté. Puis au fur et à mesure, la clientèle a grandi avec moi et je suis arrivée assez naturellement dans le monde de l'entreprise. Voilà. Et toujours avec ce regard pointé sur les vulnérabilités. Ça, je crois que c'est un biais assez naturel chez moi, de par mes expériences aussi personnelle où j'ai été très sensibilisée à la vulnérabilité en général. J'ai vu et connu beaucoup de situations de vulnérabilité. Donc, assez naturellement, j'étais euh, plutôt rivée du côté voilà, de la souffrance, on va dire, mais avec un œil d'économiste quand même. Donc voilà, on va dire que c'est ma touche, c'est que je plaide pour l'humain, mais nous sommes dans un lieu de performance qui est l'entreprise. Voilà. Et je crois fermement qu'on peut associer les deux, surtout. Ah, bienvenue au club. La performance économique et sociale, ça se rejoint et tu as tout à fait raison. Je partage ton avis. Alors justement, tu as parlé là juste à l'instant que tu as un parcours qui t'a sensibilisé justement sur cette notion de vulnérabilité. Est-ce que tu aurais une expérience marquante, alors professionnelle ou personnelle, que tu voudrais nous partager, qui a façonné ton approche? Moi, mon expérience personnelle qui a façonné ma vie et qui a même pas mal dirigé ma vie pendant quelques années, c'était les Mhm. danses. J'ai été aidante de mes deux parents, en fait, en même temps. Pendant 10 ans, quasiment 10 ans. Ma mère avait voilà, un cancer chronique, récurrent, incurable. Donc ça a été fait de haut et de bas. Enfin bon, voilà. Et mon père a cumulé plusieurs pathologies, dont une dernière très agressive. Voilà. Donc forcément, ça change quelqu'un, hein, ça change quelqu'un. J'avais déjà cette, on va dire, cette sensibilité. Voilà, moi-même, j'ai connu des phases de vulnérabilité, mais je dirais que c'est l'expérience la plus marquante, déjà parce qu'elle a duré longtemps, et surtout parce qu'elle a eu beaucoup d'implications sur ma vie Eh oui. pro, sur ma vie perso aussi.
Euh, voilà, c'est quelque chose qui prenait du temps, de l'énergie, de la bande passante. Et je crois que j'ai réalisé après l'ampleur, en fait, de l'aidance dans ma vie. J'avais pas réalisé. Et donc, a posteriori, j'ai réalisé tout ça. J'en ai beaucoup parlé avec Boutaina Burkel, ma co-auteure, qui a été Mhm. aidante aussi. Et voilà, on s'est posé la question des implications de l'aidance sur la vie et la vie professionnelle. Voilà, donc moi, je travaillais voilà, je suis dans le monde du travail. Donc, c'est sûr que j'ai intégré tout ça dans ma pratique, oui, assez naturellement. Alors justement, tu dis que j'interviens là où ça tremble. J'ai bien aimé en fait cette Ouais. approche, cette paraphrase. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que cela signifie complètement dans ta pratique, toi, auprès des professionnels notamment? Bah, quand je dis j'interviens là où ça tremble, moi j'aime bien, et c'est ce qui m'anime, j'aime bien quand les situations sont assez urgentes, assez compliquées, assez complexes. En tout cas, quand elles paraissent très complexes aux yeux Mm. de l'entreprise, aux yeux des collaborateurs, des managers, des RH. Il y a un petit peu le côté pimpon, pimpon, Charlotte, il y a une situation très délicate. C'est ressenti comme délicat. Moi, évidemment, je suis de l'extérieur, donc c'est plus facile, hein, faut dire. Je suis plus formée à ça aussi. Et donc, j'aime aller là où ça tremble, c'est-à-dire là où on a peur d'adresser certains mots, là où on a peur de mettre les pieds dans le plat, parce qu'on imagine trop de conséquences. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, on va trembler peut-être un peu au début, mais moi je suis là pour vous accompagner, puis vous allez voir qu'en fait c'est pas si dramatique, et vous allez voir qu'on va y arriver, quoi. Voilà, donc j'aime bien être un peu une urgentiste du coaching. C'est ce qui m'anime. Avec la casquette de pompière. Exactement, j'adore ça, j'adore l'urgence. Ouais. Alors, au niveau des aidants, des proches aidants, pourquoi selon toi, ça reste un sujet qui reste encore un petit peu tabou ou si peu visible dans les entreprises? Alors déjà, c'est quand même un mot qui est nouveau, hein. Moi, j'ai compris que Mhm. j'étais aidante après avoir été aidante, donc c'est pratique, hein, pour Oui. demander des dispositifs. Je savais pas comment ça s'appelait. Pour moi, c'était juste être une fille digne de ses parents, quoi, hein. Mais non, Mhm. derrière, il y avait d'autres choses. Donc déjà, le mot est nouveau, le concept est pas, c'est pas si nouveau, mais euh, voilà, il y a de la pédagogie à faire autour de ça. Donc je pense Oui, que, enfin je sais plus combien, mais je crois que un tiers des aidants ne savent pas qu'ils sont aidants, en fait. c'est vrai. Déjà parce qu'on ne se sait pas aidant, on n'est pas sensibilisé à ça. Les aidants qui savent qu'ils sont aidants ne se déclarent pas forcément dans le monde de l'entreprise parce qu'ils ont trop peur des conséquences. Mhm. Évidemment, hein, on va pas. Est-ce qu'on va me donner la promotion si j'explique que je m'occupe de ma mère 20 heures par semaine? Bah, je suis pas sûre. Et si on est très réaliste, non. Voilà. Mhm. Les gens vont encore se dire, bah non, là, sa mère, c'est une galère. On va donner la promo à son voisin ou sa voisine. Et voilà. Donc c'est C'est encore vrai. perçu comme voilà, comme un handicap, comme voilà, un truc qui va réduire la performance. C'est perçu très négativement. Donc, les gens ne se déclarent pas. Les gens dans l'entreprise aussi ne veulent pas le voir, hein. Parfois, il y a des Mhm. managers, des RH qui sont dans une forme de déni parce qu'on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas quoi dire, on n'est pas câblé, équipé surtout et formé pour accueillir aussi les difficultés des aidants. Donc, je pense que pour toutes ces raisons, il y a un grand silence qui s'installe et derrière pas mal de solitude, quoi. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a comme impact réel de l'aidance sur la vie professionnelle? Parce que souvent on a une vision, mais en fait on est loin d'imaginer en fait les approches Mm. périphériques qu'il y a autour de cette question. Ouais. Alors, bon, c'est vrai que les danses, c'est quand même un spectre, hein. C'est pas la Mm. même chose de s'occuper d'une grand-mère, bon, dépendante, mais voilà, et d'aller lui rendre visite le samedi, que d'avoir un enfant polyhandicapé. Donc, C'est déjà, il y ça. a un spectre, et d'ailleurs, c'est important de le comprendre, en tout cas quand on est manager RH, pour comprendre les implications sur la vie pro. Euh, donc, quelles peuvent être les implications? Encore une fois, ça dépend du degré d'aidance, hein, Oui. mais ça peut commencer, enfin, ça commence très souvent déjà par une charge mentale.
qui va augmenter. Quand on est aidant, on a une charge mentale de fou, puisqu'on doit articuler beaucoup de choses. On doit anticiper aussi beaucoup de choses. Donc évidemment, la bande passante pour le travail est réduite. Et le travail, il y a des moments où ça peut peser plus lourd, parce qu'on a moins de bande passante cognitive, on a moins d'énergie physique, parce que parfois c'est aussi du physique, on est impliqué, on peut manquer de sommeil, on est épuisé aussi moralement, parce qu'il y a de l'inquiétude, parce qu'on parle de santé quand même, Oui. qu'elle soit physique ou mentale, hein, donc avec tout ce que ça implique. Il peut y avoir derrière des relations tendues avec les collègues, parce qu'on peut être épuisé, donc peut-être plus irritable, ou aussi parce que si on déclare pas ça, les gens vont se dire oh là là, mais elle bosse moins, ou il bosse moins, ou mais qu'est-ce qu'elle a à être tendue, parce qu'on n'en parle pas. Donc il peut y avoir, comme tous les risques psychosociaux, des conflits parce qu'il y a du quiproquo. Et puis une baisse d'estime parce qu'on se voit justement avec un peu moins de bande passante. En tout cas, voilà, quand c'est le cas, parce que on peut être aidant, mais aussi par ailleurs très performant. Complètement. Je tiens aussi à le dire. Alors, qu'est-ce qui peut, si on parle de ce sujet, comment peuvent appréhender les managers cette problématique et créer un climat justement d'ouverture pour que le salarié puisse s'exprimer sur quelque part, cette situation, parce qu'on parle même pas de statut, c'est cette situation Oui. en fait. Oui, oui, complètement. Au-delà du statut, oui, oui, c'est d'une Hum, situation, déjà créer ce qu'on appelle un climat de sécurité psychologique, hein. Le Oui, manager le doit, l'entreprise aussi, attention, hein. Le manager ne peut pas tout faire tout seul, mais oui, déjà à l'échelle de son équipe, il peut créer quelque chose de très très bien. Donc le climat de sécurité psychologique, c'est pas juste attendre que quelqu'un soit vulnérable ou pas bien ou aidant, hein. C'est vraiment créer un climat où le dialogue est autorisé, où l'erreur est autorisée, où c'est accueilli sans risque, c'est-à-dire qu'on sent qu'il n'y aura pas de conséquences quand on dit des choses, des conséquences sur le travail, sur les promotions, sur la rémunération. C'est aussi ça, et de normaliser finalement des situations de difficulté aussi du quotidien, quoi, hein, que ce soit dans le boulot ou dans le perso. Voilà, c'est de pouvoir dire, bah oui, là, ce week-end, j'ai pas dormi, mon bébé a fait la Java, là, je suis inquiète pour ma mère. Et encore une fois, ça ne veut pas dire raconter sa vie, hein, mais c'est juste de donner quelques éléments qui permettent justement de comprendre, voilà, à l'autre de comprendre ce qui peut aussi traverser, et surtout pour comprendre les implications sur le travail, quoi. Donc ça, et c'est fondamental. Ouais. Et c'est vrai que souvent on entend, hein, on mélange pas le perso et le professionnel, alors que justement dans cette logique-là, quelque part, on ouvre en fait cet espace où ben, quand on rentre dans l'entreprise, on est avec tous nos bagages du perso et vice-versa aussi. Et, Ouais. euh, et est-ce que c'est aussi briser ce tabou, le fait de cette problématique du proche aidant permet aussi quelque part de briser ce tabou de la frontière perso-pro. Qu'est-ce que tu en Oui, penses? complètement, forcément, hein, on en parle de cette frontière vie pro, vie perso. Les implications sont tellement énormes sur cet équilibre, justement, sur cette articulation des temps de vie, qu'on ne peut pas ne pas en parler. Et en plus, c'est vraiment se mentir. Aujourd'hui, en tout cas dans le monde tel qu'il est fait, tel qu'il est organisé, on ne peut plus poser ses valises perso à l'entrée de l'entreprise. C'est ce qu'on faisait il y a 50 ans. Peut-être que ça marchait. Et encore, bon, ça nécessitait quand même beaucoup de surcompensation de la part voilà, des collaborateurs, des managers. Mais là, aujourd'hui, le Covid s'est invité dans nos maisons. Donc, le travail est rentré tout de suite, voilà, avec le visio, et à la fois le perso s'est invité dans l'entreprise. Soit on râle en se disant que c'est pas normal, soit on se dit, bon, faut peut-être comprendre que c'est une tendance, en fait. Mais encore une fois, et je le répète, ça veut pas dire passer ses journées à raconter sa vie perso. C'est juste se dire comment le perso peut avoir des implications sur le travail. En fait, c'est ça qui nous intéresse, Oui. pour voir comment on va l'adapter. C'est tout. C'est pas de savoir qu'on s'est disputé avec sa belle-mère. C'est pas ça. C'est juste se dire, OK, il y a des situations perso. Quelles vont être les implications sur le travail? De quoi va avoir besoin la personne? C'est tout. Voilà, c'est vraiment ça. C'est bien que tu le précises parce que souvent on s'en fait une montagne a priori quand on est manager et finalement on peut le réduire à des choses simples et peut-être de Complètement. bon sens. C'est du bon sens.
C'est du bon sens. Et c'est vrai qu'on se dit, ouh là là, si j'ouvre la boîte de Pandore, qu'est-ce qu'on va me dire? Qu'est-ce qui va se passer? On a l'impression que c'est un truc qui va déborder sur le perso. C'est vrai. Alors que pas du tout. Le meilleur moyen de réduire l'impact du perso, de l'émotionnel du perso sur le travail, c'est d'adresser les mots, d'en parler, de dire de quoi tu as besoin, comment par le travail je peux t'adoucir la vie, simplifier la vie, comment tu peux retrouver de la ressource dans le travail, en fait, c'est juste ça. Hmm. Voilà. Et ben, je peux vous dire que le niveau de tension baisse. Et donc la surcompensation n'est plus obligatoire. Et donc les risques de suradaptation, donc de burn-out liés à une surcharge de pro, de perso, le risque disparaît, diminue drastiquement. Et oui. Les risques psychosociaux diminuent associés à cette situation, Évidemment, tout à fait. évidemment. Ouais. Alors, est-ce que tu aurais des dispositifs simples ou innovants que tu as pu tester, mettre en place sur des problématiques concrètes qui te viennent à l'esprit là? Bah, nous, avec Boutaina, donc ma co-auteure, on avait fait une mission passionnante sur l'inclusion des vulnérabilités dans une grosse entreprise, voilà, dans le domaine de mutualiste, on va dire. Donc, sur les vulnérabilités, on avait parlé évidemment de l'aidance, puisque c'est un sujet qui nous tient à cœur. Alors déjà, on s'est aperçu qu'il suffisait de pas grand-chose pour changer beaucoup voilà, pour vraiment simplifier la vie à la fois des personnes directement concernées, mais aussi pour les collègues, les collaborateurs, les RH et les managers. Déjà, donc, encore une fois, parfois on se dit, oh là là, on n'a pas le budget, ça va coûter 300 000 euros, ça va. Non, il y a des dispositifs qui sont simples. Alors déjà, de créer un climat de sécurité psychologique, c'est la base. Ensuite, de former les collaborateurs, mais aussi les leaders, les managers. Hein, tout ça va en cascade. La formation, déjà que la sensibilisation, pour comprendre les implications. Voilà, nous, on a créé une approche voilà, qui s'appelle Sapiens, où c'est vraiment c'est de la formation. Hein. Donc ça, déjà, c'est vraiment fondamental pour que les gens se disent, OK, je commence par quoi? Voilà. Eh oui. Quelqu'un, parce que c'est dur, hein, comment j'adresse le sujet, comment j'en parle, quels sont mes leviers managériaux. L'idée, c'est vraiment d'avoir des trucs très factuels, encore une fois, pour sortir de l'émotionnel, de l'angoisse. On se dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on fait rien. Hein. Donc, ça sort les managers, les leaders de cette paralysie où on se dit, ah, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est hyper important d'avoir une sorte de référentiel à ce niveau-là. Je parle de référentiel, des référents aidants ou plus largement des référents risques psychosociaux. Moi, je trouve que c'est très important d'avoir quelqu'un de bien formé, notamment à l'écoute active, qui peut voilà, Oui. arriver, parce que tout le monde n'est pas très formé à ça. Je pense que tout le monde devrait l'être, clairement. Tout le monde devrait être formé à l'écoute active. Mais en tout cas, s'il n'y a pas le temps, au moins d'avoir des référents, ça marche bien. Voilà. Après, bon, il y a tous les dispositifs un peu classiques, les dons de jour, les congés proches aidants, mais euh, je prends mon cas, hein, j'ai été aidante pendant 10 ans. Donc, un don de jour, c'est gentil de me donner 4 jours, mais ça suffisait pas. Ça suffit pas. Des dons de congés, oui, encore une fois, c'est bien, des journées. Enfin, moi, je crois beaucoup plus à la flexibilité du quotidien. Oui. Je vais te donner un exemple, une anecdote, moi, qui est très parlante. Je n'étais pas salariée, mais j'étais freelance et on va dire que c'était tout comme être salarié. Ok. Je travaillais quasiment tous les jours pour eux. Voilà, j'avais des horaires puisque je formais, hein, donc c'était du 9h, 17h30. Mon père est hospitalisé en urgence puisqu'il fait un AVC. J'ai été la seule à pouvoir aller le visiter à l'hôpital puisque ma mère était malade, mes frères et sœurs à l'autre bout du monde. Donc, je demande à sortir un quart d'heure avant. À 17h15, le retard avait été rattrapé pendant la pause déjeuner. Je me précise que j'étais top performeur, super formatrice, je donnais plus que prévu, j'étais hyper investie, je donnais du contenu, Bon, voilà. Et on m'a dit non. On m'a dit non. Et donc, je n'ai pas pu aller voir mon père, qui est resté tout seul à l'hôpital. Situation très, très, voilà, très dure. En plus, on m'a répondu, écoute, non, le travail, c'est le travail. Moi, la semaine dernière, j'avais 42 fièvres. Je suis quand même allée travailler. Donc, tu vois l'indécence Oui. de la remarque.
Et donc, ça peut peut-être donner une implication. Je vais vous dire comment j'ai réfléchi. Euh, j'ai continué à aller au travail déjà parce que j'avais besoin d'argent. Mhm. J'aimais par ailleurs les gens avec qui je travaillais, j'aimais le métier de formatrice, mais c'était vraiment pour l'argent, j'avais pas d'autre. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai commencé à chercher d'autres partenaires dès le premier jour. Ensuite, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté de donner. J'ai fait mon boulot. Alors, je continue à le faire bien parce que j'estimais qu'il y avait des personnes en face qui payaient pour être formées, elles n'avaient pas à en pâtir. Donc, Oui, je, avec je cette conscience professionnelle. Mm. pendant la formation, je donnais tout, voilà. Mais j'ai arrêté de donner du contenu. J'ai arrêté l'ingénierie de formation. J'ai arrêté l'innovation. Quand je voyais un truc avec un marché porteur, un truc, voilà, et ça, c'était aussi c'était ma force dans le métier de la formation. Je savais ce qu'il fallait faire pour dans 2 ans parce que je percevais des tendances. J'ai arrêté. J'ai arrêté. Et puis le jour où j'ai pu arrêter, eh ben, j'ai lâché du jour au lendemain et au revoir et merci. Donc, c'est un processus, le Et oui. désengagement. Mm. La déception, c'est un sentiment très difficile dans le monde de l'entreprise, alors que j'avais tout donné. Mm. En tout cas, tout donné. J'avais donné mon maximum. Et moi, il n'y a pas de problème. Je donne mon max quand je suis engagée et que je me sens en sécurité. Donc après, j'étais plus vigilante dans les autres boulots et dans les environnements dans lesquels je voulais évoluer. Voilà. Et justement, tu sais, tu soulèves une question, c'est que quand on est peut-être proche aidant, on a peut-être envie, pour compenser justement un peu notre moins, on va dire, je sais pas si c'est les bons termes, mais notre moins de disponibilité par rapport à d'autres, de se faire une surcompensation en termes d'engagement, de surengagement, qui crée des risques accrus de risques psychosociaux. Et ça, est-ce que tu as pu le constater, ça? Mais bien sûr, mais bien Ouais. sûr. Déjà, parce qu'on se dit, il faut pas que ça touche le travail, donc on surcompense et il y a des risques psychosociaux très élevés par rapport à ça, parce que, en tout cas, les aidants, mais beaucoup de personnes en situation de vulnérabilité, hein, le handicap, tout ça, Oui. vont surcompenser, ils vont être hyper engagés, ils vont tout donner. Hein. Faut pas croire que c'est des gens qui vont profiter de la situation pour moins travailler. Au contraire, c'est des Et oui. personnes qui se brûlent les ailes parce que justement, pour plein de raisons, on veut travailler, quoi. Alors justement, c'est intéressant parce que ça montre aussi que les aidants peuvent être aussi une force parce qu'ils développent des compétences par ailleurs qui sont hallucinantes même des fois. Oui. Et est-ce que les entreprises en ont vraiment conscience ou pas suffisamment? Non, alors aujourd'hui, moi, je trouve que pas du tout. En tout cas, il y a des entreprises plus matures qui perçoivent le potentiel, mais on est encore un peu dans, on va dire, dans la marque employeur, où on donne un gentil diplôme aux Oui. aidants. Bon, mais derrière, est-ce que vraiment on va promouvoir un aidant? Est-ce que vraiment Mm. on va valoriser ça au quotidien? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas la Mm. réponse. J'ai une partie de la réponse dans ce que j'ai vu hein, au quotidien, mais je suis pas dans toutes les boîtes, je suis pas partout. Donc en tout cas, il faut que ça aille au-delà de, voilà, de la pub, on va dire, et du petit certificat. Franchement, les aidants, c'est gentil de leur donner un certificat, mais je pense que ce serait mieux de reconnaître, d'identifier les compétences qu'ils ont développées et de voir où ils peuvent les mettre en exergue dans l'exercice de leur travail. Ça, c'est vraiment un travail d'audit. Hein. Oui. Vous êtes manager d'un aidant, ok, qu'est-ce que tu as développé? Moi, je vois que tu as développé ça, mais on en parle. Comment, dans le travail, dans ce qui est demandé, ce qui est exigé, tu peux servir ses compétences, servir à l'équipe, voilà. La capacité, je sais pas, de coordination, qui est une capacité énorme, la capacité d'anticipation. Est-ce que ça vaut pas le coup de te mettre plutôt dans un truc en mode projet où toi tu vas avoir une vision globale, voilà, par exemple. Et ça c'est génial, ça c'est formidable et c'est ce qu'il faut faire. Et c'est vrai qu'en ce moment, là, beaucoup d'entreprises sont dans des GPEC, gestion prévisionnelle des emplois des compétences, et parfois ça leur échappe justement. Et ça peut être Complètement. une bonne approche justement d'intégrer cette notion de la vulnérabilité et des proches aidants pour aller chercher des compétences transposables. Hein. Bien sûr, parce que l'entreprise, en ne questionnant pas, en n'allant pas creuser ce domaine des compétences, et là on est encore une fois, hein, c'est le domaine des Oui, compétences, c'est très c'est terre à vrai. terre, hein, c'est pas bisounours, on se prive justement d'un potentiel énorme en fait chez les personnes. On se prive finalement d'aller extraire justement le positif, du moins le constructif de ces expériences-là.
Alors justement, pour éviter d'être dans des approches trop en surface et de sortir du niveau de la compassion et pour aller vraiment dans une logique de performance durable, mais en intégrant cette approche des aidants, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais préconiser justement pour éviter de rester en surface et d'aller vraiment dans le fond des choses? Bah, en fait, c'est d'agir à plusieurs niveaux, hein, et de commencer aussi par le commencement, parce que tout Oui. ça, ça fait partie aussi c'est un travail de transfo, hein, de transformation aussi culturelle, organisationnelle. Donc déjà, de commencer par différentes strates, déjà la sensibilisation, hein, commencer à déjà poser les mots, comprendre, ce qui va permettre aux gens voilà, de regarder leur situation, celle des autres, de comprendre un peu les implications, les subtilités, hein, déjà c'est ça. Ensuite, de former, voilà, Mhm. c'est le second niveau. Ensuite, d'inclure, de valoriser la diversité des parcours, parce que c'est au-delà de dire, oh bah tiens, toi, on va te faire une fleur, t'es un petit peu en difficulté, allez, viens quand même. C'est pas ça, c'est de dire, ok, là, il y a une expérience, tu développes des compétences, tu vas offrir de la diversité dans notre équipe, et la diversité, on sait que c'est aujourd'hui, c'est source d'innovation. Donc, c'est au-delà juste de l'inclusion. C'est aller plus loin et de rentrer dans un modèle encore plus performant. C'est pas maintenir l'équilibre, nanana, et de faire avec en dépit de. C'est d'aller plus loin. Alors là, on est en haut de la pyramide, mais de se dire que ce modèle-là est un modèle d'hyper-performance. Oui, C'est une complètement. conviction que j'ai. Je comprends tout à fait. Est-ce que tu penses que d'avoir des ambassadeurs dans l'entreprise, parce qu'il y en a qui sont très sensibilisés sur le sujet, ça peut représenter quelque part des nouvelles fonctions émergentes dans ces mécanismes de transformation dans l'entreprise? Oui, moi je trouve que le fait d'avoir des ambassadeurs, c'est assez efficace, en tout cas dans la strate de sensibilisation. Ça Ok. fait pas tout, mais c'est vraiment très efficace. Moi, je connais des personnes, j'en ai interviewé, voilà, des personnes qui ont connu des situations. Je pense à quelqu'un qui est dans une multinationale qui a traversé un burn-out, qui est un homme en plus, donc qui a parlé de sa vulnérabilité voilà, dans des conférences dans son entreprise. Le burn-out, du coup, est vu, a été dédramatisé. Il y a beaucoup de préjugés qui sont, voilà, parce que c'est un très bon ambassadeur aussi, il faut bien les choisir. J'ai en tête quelqu'un qu'on a interviewé dans le livre, une personne souffrant de bipolarité, qui a été ambassadrice et qui a parlé, qui a éduqué, qui a fait de la pédagogie, et qui a inspiré beaucoup de pratiques managériales, alors pour le coup très simple, et alors qui coûte 0 €. Voilà. Un système de voilà tous les matins, de smiley, comment tu te sens, et du coup de quoi tu as besoin dans ces moments-là. Déjà ça, tu prends le nombre de jours de congé qu'il te faut si tu sens que c'est trop. Bah, résultat, la personne, en 5 ans, elle n'a jamais pris un jour de congé lié à sa pathologie mentale. Voilà, elle était, bon, parce qu'elle avait une grippe, une gastro, bon voilà, mais sinon lié à sa pathologie mentale. Rien du tout, parce que le niveau de pression a complètement diminué. Elle était incluse, acceptée, voilà. Donc, tout ça, c'est des choses qui peuvent, oui, qui peuvent exister. Alors, tu fais une transition toute trouvée parce que tu es co-autrice du livre Manager les vulnérabilités en pratique avec Boutena Burkel. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est que tu abordes la notion de résilience, justement, Oui. par rapport et que c'en est une compétence stratégique. Mm. Est-ce que tu voudrais nous expliquer en quoi ça peut être une compétence stratégique pour l'entreprise? Oui, alors c'est vrai que la résilience, alors, il y a des prédispositions, hein. Je ne vais pas vous faire Oui, refaire le livre de Cyril Lick, hein, qui est voilà, celui qui a vraiment vulgarisé la résilience. On ne part pas tous du même niveau en termes de résilience. On n'a pas les mêmes histoires, les mêmes prédispositions, ça on est d'accord. En revanche, ce qui a été montré aujourd'hui, c'est que tout le monde peut devenir plus résilient, voilà, peut augmenter son niveau de résilience. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Ça oui, veut dire qu'on n'est pas, on n'est pas larvé dans une situation et se dire, bah, il y a des moins résilients, des plus résilients, il y a des faibles, il y a des forts. Non, on n'est pas tous égaux, mais tout le monde peut progresser. Donc ça, c'est quand même un message, moi, je trouve très porteur d'espoir, que ce soit dans le pro ou dans le perso. complètement. Et en fait, je me suis aperçue, enfin, je me suis aperçue, j'ai lu
beaucoup, hein, que la résilience, c'est aussi quelque chose qui se modélise. C'est quelque chose qu'on peut travailler par des outils, par une posture, il y a des facteurs de résilience et des facteurs d'aggravation, hein, de situation. Moi, c'est le travail que je fais, c'est de rassembler toutes les clés, tous les facteurs de protection et d'identifier aussi tous les facteurs de risque, évidemment, qui vont détériorer cette notion de résilience. Mais encore une fois, il y a des choses très pratico-pratiques qui permettent de traverser et les tempêtes et les incertitudes sans trop y laisser sa peau. Voilà. Et le podcast que j'ai créé, c'est aussi ça. J'interviewe des gens, des résilients, qui n'ont pas conscience qu'ils sont résilients et qui n'ont même pas conscience de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont pensé pour surmonter les événements. Donc l'idée, c'est de remonter à la surface ce qui fonctionne en fait. Après, on fait la résilience, c'est une recette. Ce qui marche pour l'un ne va pas forcément marcher pour l'autre, ça faut le comprendre. On doit se créer notre recette de la résilience, mais voilà, on picore à droite à gauche tous les facteurs de protection, quoi. Et quand on a une vulnérabilité individuelle, comment on passe de la logique individuelle, avec cette résilience individuelle, à un collectif, justement? Comment Oui, on l'amène justement pour que ça soit un driver collectif? c'est vrai, parce qu'on peut se dire, bon, la personne, elle connaît une situation très spécifique, je ne me reconnais pas forcément, hein. Et puis c'est vrai qu'il y a peu de chances qu'on ait la même histoire ou la même Eh oui. situation, très très peu de chances. Donc c'est sûr que c'est un peu dur parfois même pour l'empathie, tu vois, de se dire, j'ai du mal à me mettre à la place d'eux. C'est juste peut-être de monter d'un cran au niveau de la vulnérabilité et de se dire, d'admettre qu'on sera tous vulnérables un jour ou l'autre, mais pas de la même façon et pas en même temps. Mais il faut creuser en termes de, voilà, de vulnérabilité et chacun aller reconnaître sa propre, non pas situation de vulnérabilité, parfois tout va bien, hein, mais d'aller creuser en soi sa fragilité, voilà, qu'on a tous, puisque la vulnérabilité, c'est qui peut casser. On peut tous casser, hein. Donc, c'est une potentialité, hein, la vulnérabilité. Donc, de l'admettre. Mais derrière, Eh il oui. faut admettre une posture un peu plus humble, hein, une posture déjà d'humanité. Ça veut dire, je suis humain, donc je suis destructible, je suis fragile, je suis pas invincible et je suis pas immortel, hein, parce que derrière souvent il y a la Ah. question un peu philosophique, hein, qui arrive, donc on a du mal à admettre ça. Donc voilà, déjà, si tout le monde reconnaît sa vulnérabilité, on arrive à quelque chose de collectif. Et avoir ce questionnement en entreprise, pour être un peu plus terre à terre et moins philosophique, c'est de se dire ce qui arrive à la personne, comment on peut transformer, comment on peut matérialiser la transformation de cette vulnérabilité. Comment on peut la transformer dans un process qui va être utile pour d'autres si d'autres personnes vont connaître d'autres situations compliquées. Pas forcément la même, mais compliquées, parce que derrière, et on l'a modélisé, la vulnérabilité avec Boutaïna dans le livre, en fait, que ce soit un parent handicapé, un handicap invisible, de l'aidance, de Une naissance. l'hyperanxiété, une naissance, Mm. c'est qu'il y a toujours le moment où ça arrive, les implications, la détection des besoins. Enfin, en fait, il y a toujours une temporalité finalement. C'est juste pas pareil et tout. Le décor change, mais il y a quand même, on retrouve souvent les mêmes gros éléments. Donc, en fait, un process qu'on va créer pour un aidant qui est dans une équipe, il sera valable pour un jeune parent, il sera valable pour une mère en dépression postpartum. Enfin, tu vois, Oui. le modèle sera plus universel. Et les managers arrivent, parce qu'on a encore beaucoup aussi, tu parlais des hommes, parce que c'est difficile pour les hommes d'exprimer leur vulnérabilité, Oui. d'exprimer leurs émotions, leurs difficultés. Comment c'est accueilli justement cette notion de vulnérabilité? Est-ce qu'ils sont assez ouverts ou c'est difficile encore? C'est encore difficile. Alors après, la nouvelle génération, on sent que le discours change. Même moi, je vais former beaucoup de managers dans les entreprises, beaucoup, Oui, beaucoup. oui. Donc, je vois les jeunes générations de managers, en tout cas, parce que je forme beaucoup de managers, je vois le discours. Je vois il n'y a plus à convaincre, presque plus. Voilà. Ok. Je sens que c'est assez générationnel. Donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir pour cette nouvelle génération, hein.
Voilà. Ensuite, je vois quand même. Là, c'est dans les formations, dans les coachings. Il y a vraiment le côté, en plus, il y a le côté, je suis manager, faut pas que je montre ma Eh oui. vulnérabilité. Euh, et c'est ce que je disais d'ailleurs l'autre jour à un manager qui me disait, non, non, moi, mes galères, c'est mes galères, je n'en parle pas. Là, par exemple, j'ai un bébé qui dort pas, ils n'ont pas à le savoir, ils n'ont pas à savoir que je me suis engueulée avec ma femme et tout. Je lui dis, non, mais sauf que quand tu rentres dans ta salle de réunion le lundi, que tu es comme ça, que tu es énervé, parce qu'il y a des implications que tu le veuilles ou non, tu crois qu'on ne le voit pas, tu crois qu'on ne le sent pas. Ouais, ouais. Et là, il a rigolé en disant, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu dur à cacher. Je lui ai dit, tu crois pas que de dire, désolé les amis, j'ai un peu mal dormi parce que mon bébé, voilà, j'ai un nourrisson, donc voilà, excusez-moi par avance si je suis un petit peu speed ou un peu ralenti. Tu crois pas que c'est mieux? Parce que sinon, tu n'en parles pas. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'on est tous égocentriques. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il a contre moi? Pourquoi il est comme ça? Oh, il est chiant. Voilà, le quiproquo qui peut naître d'un truc qui n'est pas déclaré sans dramatiser, parce que on est tous des humains. Et ça Donc, permet de donner de la proximité aussi, puis de mais donner un bien sûr, signal à son équipe. Je fais cette démarche de m'exprimer sur mes vulnérabilités, donc par mimétisme, mais si mon chef le bien fait, sûr. je peux ouvrir la porte pour y aller. Mais évidemment, moi, les gens avec qui j'ai bossé, et qui l'exprimaient d'une façon claire, bah, c'était avec eux que j'exprimais deux, trois trucs de ma vie perso, jamais avec les autres. Eh Mais oui. encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est toute la journée à prendre un café et chouiner. Pas du tout, pas du tout. Et ça, c'est vraiment encore une énorme croyance dans le monde de l'entreprise. Oui, tout à fait. Alors justement, tu en parles dans ton podcast qui s'appelle C'était pas gagné. Oui. Euh, alors justement, est-ce que tu as, comment tu amènes tes invités dans ton podcast justement à en parler assez facilement? Parce que c'est quand même une sacrée démarche de venir parler de ses vulnérabilités sur un espace public. Oui. Bah alors, il y en a qui n'ont pas trop de mal, hein, il y en a qui n'ont pas trop de Mhm. mal. Il y en a avec qui j'ai pris quelques cafés avant. Eh oui. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'il faut créer un lien Mm. et un lien de confiance. D'ailleurs, ça exprime bien à quel point, quand la confiance est là, la Mm. magie opère, hein. Donc oui, c'est un exercice difficile, mais encore une fois, moi, je fais toujours en sorte de créer un espace très sécurisé euh, pour accueillir la parole. C'est aussi des gens qui ont un petit peu réfléchi sur leur parcours aussi, généralement. Donc, il y a un degré de maturité. Voilà, souvent, Ça y fait. ils sont pas complètement dans la tempête. Ils en sont sortis, ou en tout cas, ça fait un certain temps qu'ils y sont. Euh, donc ils sont un peu plus habitués à ça. Voilà. Donc, ils sont pas à un niveau immature. Voilà. Et puis, créer un espace. Et puis, à la fois, ça peut faire peur, mais à la fois, moi, ce que j'entends toujours en off ou dans un petit texto, c'est bah, je me suis sentie écoutée, donc rien que pour ça, merci, je me suis sentie digne. Voilà, en tout cas, moi, j'ai toujours cette intention de rendre, de valoriser aussi ce parcours et de changer le narratif. De Oui. pas que la personne se dise pas, bah ouais, je suis une handicapée. Non, se dire, j'ai une situation de handicap. Derrière, j'ai développé des choses. Derrière, je vais faire ci, je vais faire ça. Voilà, c'est de changer le narratif. Moi, j'adore ça. Voilà, et les personnes que j'invite généralement se voient un petit peu plus positivement à la fin de l'interview. Et c'est déjà gagné. Voilà, s'il y a ça. Et j'aime bien l'approche que tu dis de dire sortir de je suis handicapé à je suis en situation de handicap Oui, parce que ça permet de prendre du recul peut-être oui. aussi et c'est une situation, c'est pas quelque chose qui caractérise l'individu. En tout cas, on ne doit pas être essentialisé à sa galère. Mm. Moi, il y a un moment, j'ai eu trop de situations de vulnérabilité pour accepter d'être définie par tout ça. Parce que sinon, j'étais quoi? J'étais une handicapée, j'étais une malade, j'étais une aidante, j'étais une, je sais pas, bref. Il en était hors de question.
Et il est hors de question, en tout cas moi quand j'accompagne les gens, il est hors de question de les définir par leurs difficultés. Elles font partie de leur vie. On ne peut pas les occulter. Mais en tout cas, moi je me suis toujours dit, je ne suis pas ma maladie, je ne suis pas mon handicap, je ne suis pas ce qu'il m'arrive. Ce qu'il m'arrive, j'en fais quelque chose. Et ça, je le dis d'une... Je suis très têtue là-dessus, parce que c'est comme ça qu'on maintient notre dignité. C'est comme ça que on offre aussi au monde quelque chose de plus intéressant que l'étiquette de voilà vulnérable. On en fait quelque chose. Il faut en faire quelque chose. Ça, pour le coup, ça me semble être intéressant et défusionner en fait de sa situation. Moi, j'ai modélisé sur ma mère qui a été malade pendant 10 ans du cancer et tout le monde lui disait la même chose. On n'a pas l'impression que tu es malade. Et pourtant, ça se voyait, hein, à des moments, ça se voyait comme toute personne voilà, qui a un cancer. Et tout le monde lui faisait cette même remarque. Et elle me disait toujours, le cancer, je le mets à côté. Il est avec moi, je peux pas, mais il est à côté. Et donc, il faut défusionner de ça, parce que sinon, on s'enferme nous-mêmes. Et ça, c'est un énorme piège. Et derrière, on rentre dans la victimisation. On rentre dans quelque chose de très, très dangereux, Mm. à commencer pour soi, hein. Et surtout, je pense on est bien plus riche que juste notre situation, quoi. Et on sait que l'approche de la psyché est importante dans la guérison, retour à la guérison. Donc, Oui, plus on se défusionne, plus en fait ça peut concourir. Il n'y a pas que ça, mais ça peut. exactement. Mm. Parce que qu'est-ce qui se passe si je fusionne et que une de mes seules identités, c'est la vulnérabilité? Alors bon, il y a des situations, on ne peut pas se défaire, hein, d'un handicap, Oui, d'un truc, mais dans les maladies chroniques, dans des pathologies mentales, là, je Mm. pense qu'en effet, il y a un fort risque de trop fusionner en termes d'identité, parce que sinon, bah, on a du mal à lâcher ça, hein. On se dit, bah, si je n'ai plus ça, qui je suis? C'est pour ça que c'est important de se définir par le travail qu'on fait, par l'homme ou la femme qu'on est, par l'ami qu'on est, de bien investir tous ces domaines aussi. Complètement. C'est un beau message d'espoir et de résilience, du coup. Bah écoute, en tout cas, c'est mes convictions. Alors, si tu devais, pour terminer, justement, donner un petit conseil ou une clé pour des dirigeants qui se disent, bon, le discours de Charlotte, ça m'a vraiment impacté, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. euh, Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour faire une démarche réussie d'accueil et de la vulnérabilité, pour en faire quelque chose de vraiment un pied stratégique? Bah, déjà, si rien n'est fait, expliquer que ça coûte cher. Encore une fois, au niveau financier, hein, Mhm. le désengagement, les arrêts maladie, bref, je ne vais pas te l'apprendre. Et ça coûte cher en termes d'humains, voilà, en termes de ressources humaines, ça coûte cher en termes de confiance. Déjà, voilà, de commencer par convaincre par le coût. Je suis économiste, donc Oui. moi, je les convainc comme ça, mes dirigeants, et qui comprennent du coup un peu plus vite. Et surtout, euh, comprendre aussi le gain. Parce que bon, il y a ce que ça coûte, mais il y a aussi le gain de prendre ça en charge avec, encore une fois, des dispositifs et surtout une posture, une mentalité, une culture. Mm. Euh, on y gagne. Et dans ce monde qui est extrêmement concurrentiel, comprendre que la compétence dure, technique, qui est obsolète au bout de 4 mois maintenant, bon, il va falloir la compenser par des compétences plus durables, hein, et ça fait partie de ces compétences durables. Donc, si ça peut permettre de convaincre un petit Mhm. peu, hein, voilà. Donc, c'est vraiment le conseil que je donnerais. Et puis surtout de dire, euh, soit vous prenez ça en main tout de suite, et il est déjà un peu tard, mais il n'est pas trop tard, mais on est déjà avancé. Soit vous prenez ça en main en 2030, hein, donc je parle que dans quelques années, Oui. où un salarié sur trois sera aidant, par exemple, hein. Voilà. Les pathologies mentales, les risques psychosociaux, déjà aujourd'hui, 50% des détresse psychologique, ça ne va pas s'arranger dans 4 ans. Donc Mm. voilà, soit vous prenez en charge, vous l'incluez et vous réfléchissez, encore une fois, ça prend du temps, vous le faites maintenant, et il est déjà un tout petit peu trop tard, mais ça va. Soit vous attendez tranquillement, et là,
euh, c'est une déflagration qui vous attend. Et Oui, c'est pas pour être catastrophique, il faut être très, très réaliste. Et on est dans un monde en plus qui va vite. Ça peut se dégrader très vite. Je ne vois pas beaucoup d'éléments qui s'arrangent, en tout cas en ce moment à ce niveau-là, je ne vois pas beaucoup de facteurs de protection à l'entreprise d'en créer et d'être un lieu un petit peu plus refuge que d'habitude dans ce monde qui est très mouvant. Je pense que l'entreprise doit changer de statut puisque l'État protège de moins en moins. On n'est plus dans l'État-providence, on est moins sécurisé, donc le travail ne doit pas tout faire. Mais en tout cas, il ne doit pas être un lieu d'insécurité déjà. complètement. Je te remercie vraiment pour cet échange parce que c'était passionnant. Je suis sûr que nos auditeurs aussi ont beaucoup apprécié. Je rappelle aussi que ton ouvrage que tu es co-autrice avec Boutena, qui s'appelle Manager les vulnérabilités en pratique chez Dunod, et aussi ton podcast C'était pas gagné, que j'encourage vivement à aller voir et écouter parce que les témoignages sont poignants, justement. Merci beaucoup. Merci. Merci Charlotte. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines émissions, de nouveaux épisodes et aussi encore des invités passionnants sur des sujets passionnants. Donc merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Capital Humain 3.0. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis ou un commentaire. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et bien sûr de le faire rayonner. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur Ocha via le lien en description. Et si vous souhaitez réagir, proposer un thème ou intervenir dans un prochain épisode, contactez-moi directement sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du capital humain.